suivi de la présentation de Christophe Delacour vers un observatoire intégré des risques côtiers. Ensuite, vous aurez une intervention sur l'Open Factory, qui sera animée par moi-même, Mathieu Carly. Ensuite, ce sera une présentation du Maker Bay de Hong Kong, animée par César Arada et son équipe. Et enfin, il y aura une présentation de la Maison du Livre, de leur projet et de ceux qui sont ici dans le Fab Lab. Et donc, ça sera présenté par Benjamin et Tristan. Donc, ça va être un programme assez dense. On va se donner pour chaque intervention 10 minutes de présentation et on se laissera le temps de 10 minutes de questions-réponses pour avoir des échanges avec les différents intervenants. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, qui vont commencer avec quelle présentation? Celle de Christophe ou la vôtre? 10 secondes. T'as pas de son? T'entends pas? Ok, bon. Bon, on laisse tomber, c'est tout. On laisse tomber, on va faire un... Là, ça va être chaud. Mais les gens t'entendent, après, à la limite, si toi tu ne nous entends pas, c'est pas très grave. Je t'appelle s'il y a un truc, quand je vais faire la présentation. Moi, je t'entends. Vous voyez ceci est le sablier du temps. Lorsque le sablier se sera écoulé, ce sera les 10 minutes de présentation qui seront écoulées et je le retournerai pour les échanges. Comment on est? Bonjour Morgane. Oh bah quand même. On est parti? Et je te vois aussi appeler, donc c'est bien si jamais si tu as quelque chose à me dire, pour faire signe et puis j'interviens. Bon, bah écoutez, j'attaque. Tu es? Donc c'est parti, la première présentation de Christophe Delacour va pouvoir commencer. Il nous entend pas, très bien. On va laisser donc Christophe parler, j'éviterai de parler par-dessus lui. Je peux y aller? Oui. Ok. Bon, bah écoutez, désolé pour ces petits ratés. Donc voilà, ce dont je voulais parler ce soir, c'était un petit peu d'un projet, on va dire plutôt une suite de projets en fait, qui est menée déjà depuis quelques années par une équipe assez mixte entre l'IUM et l'UEO et quelques autres laboratoires qui a pour objectif en fait de créer un observatoire intégré des risques côtiers d'érosion et de submersion. Bon, ça c'est la première diapo. Donc, deuxième diapo, on va la passer vite. On arrive tout de suite sur la troisième diapositive qui en fait nous présente bien
justement, on a abordé ces observatoires de risque sur le risque littoraux. Quand on parle de risque littoraux, c'est surtout risque de côtier d'érosion et de submersion, et on l'approche via la vulnérabilité globale. La plupart du temps, quand on parle évidemment de risque, on pense tout de suite à la composante AIA, qui est la partie des phénomènes naturels. Donc c'est le processus naturel. On le combine à des enjeux pour former ce qu'on appelle le risque. Mais nous, l'approche que l'on a souhaité développer, c'était une approche de vulnérabilité globale dans laquelle on intègre également, en plus des aléas et des enjeux, en fait, on intègre également la gestion. C'est rien d'autre que les moyens par lesquels sont gérés les risques, et également les représentations. C'est que ce que peuvent penser les gens, les gestionnaires, les élus, justement de cette conscience du risque et de la façon dont ils pourront s'y adapter. Et donc en fait, en travaillant en façon simultanée sur ces 4 composantes, aléas, enjeux, gestion et représentation du risque, eh bien on aborde tout le problème sous la forme de la vulnérabilité globale. Donc diapo suivante, donc 4. Juste pour bien poser le problème, c'est en effet cette problématique de risque d'érosion et submersion. Bon, c'est évident que c'est un problème qui est prégnant, qui va devenir de plus en plus. On a à peu près 75 à 80% des côtes dans le monde qui sont en fait soit des falaises, roches ou meubles. Donc évidemment, là, les falaises, on imagine bien que dès que vous avez un processus d'érosion, il n'y a pas pour la possibilité de reconstruction, et que par de tiers qui sont en forme d'érosion. Et dans les zones qui ne sont ni sablonneuses ni côtières, vous avez en plus des zones dans lesquelles vous avez parfois une anthropisation très forte qui a également modifié. Alors là, c'est l'exemple présent en dessous de Valrascage, là, qui est vraiment une zone d'anthropisme. Alors, si on change de diapo, donc diapo suivante, donc sur la 5, en fait, on est en plus dans un contexte contemporain qui favorise cette tendance érosive, à la fois en termes de production de stocks sédimentaires, parce qu'en fait, on sait bien que ces stocks qui permettent d'alimenter les plages sont en quantité finie, et qu'en plus, elles sont actuellement extrêmement attaquées, et on est dans un contexte de niveau marin, avec évidemment des variabilités des conditions climato-océaniques, parce qu'on se rend bien compte en effet que ces évolutions climato-océaniques vont modifier les phénomènes extrêmes, et c'est très souvent ces phénomènes extrêmes, à la fois en termes d'intensité et en termes de récurrence, qui vont avoir un impact direct sur ces problématiques d'érosion. Alors évidemment, l'augmentation du niveau marin participe. On a également un grand problème, diapo suivante, numéro 6, c'est le problème de la densification d'occupation des côtes. Donc voilà, toutes les projections le montrent, c'est-à-dire qu'on a une littoralisation croissante et qui s'accroît de plus en plus. Je vais passer assez rapidement. Et également, donc sur diapo 7 ensuite, il y a également l'existence d'un certain nombre de freins à la gestion durable des risques côtiers. Parce que bien que on a une doctrine claire de gestion, bon, il y a un certain nombre de directives cadres, de stratégies nationales de gestion intégrée du trait de côte qui, a priori, a abordé le problème sous tous ces angles. Évidemment, on a des réactions historiques, que ce soit les élus, les gestionnaires, voire même les personnes, la résistance des populations, et qui ne permettent pas justement soit de mettre en œuvre, soit qui ont un impact extrêmement négatif. Donc on voit bien là ici que la problématique de la perception va être particulièrement importante dans cette gestion de risque. Alors, l'idée donc de diapo suivante, la 8, on va travailler donc sur cette vulnérabilité globale, donc on parle de vulnérabilité systémique, mais pour corser encore un peu plus les difficultés, si on passe à la diapo numéro 9, c'est qu'en fait qu'on se rend compte que non seulement ces 4 composantes sont extrêmement complexes, mais elles sont également extrêmement variées dans le temps. Alors, il y a un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, notamment à l'UBO, sur ces sujets. C'était l'ANR Cocorisco avec un line-up qui était porteur, justement, qui a montré, en travaillant sur des carottes sédimentaires, qu'il y avait une très forte carotte sédimentaire plus archi-historique, il y avait une très forte variabilité spatiale de ces aléas érosion-submersion, mais également une très grande variabilité temporelle. C'est un petit peu la carte que je vous montrais à droite, où on voit justement qu'en fonction de tempêtes majeures, on voit bien que les orientations étant différentes, on peut avoir des effets qui sont différents. Donc ces paramètres
d'aléas. Alors on change du diapo numéro 10. À la fois l'aléa est variable, mais également l'autre composante, les enjeux sont également extrêmement variés dans le temps. Là, c'est l'exemple de l'extension du bourg de l'île de Sein entre 1800 et 2000, et on voit que eh bien, la stratégie d'occupation de l'île a extrêmement évolué, et donc même ces enjeux évoluent au cours du temps. Donc, de la même façon, diapo 11, on se rend compte que les gestions, donc la capacité d'adaptation, les modifications des réponses à ces contraintes, les réponses politiques, eh bien, ont également été extrêmement variées au cours du temps. Si on prend l'exemple tout en haut, c'est l'exemple de l'île Combrix-Tully, qui montre en fait toutes les actions qui ont été menées par la mairie depuis 1850. Et on voit bien cette évolution, à la fois en mettant des épis, des remblais, des reboisements, avec un certain nombre de stratégies qui sont essayées au cours du temps. Et d'un point de vue législatif, on voit que l'arsenal législatif évolue également, en se complexifiant la plupart du temps. Et voilà, on voit bien que depuis les années 2010, il y a une multiplication de nouvelles lois qui doivent être appliquées entre les PAPI, les plans de prévention des risques. C'est tous les éléments-là qui constituent également une grande variabilité. Je passe à la diapo donc, numéro 12, et en fait, la représentation, donc cette variabilité des pensées est également importante. Vous avez des composantes très long terme, qui sont des facteurs qui peuvent être structurels, c'est la figure du loup, qui montre en fait sur l'évolution de la pensée à une composante très long terme, à la fois structurelle et conjoncturelle, mais également on a des phénomènes qui sont beaucoup plus événementiels, avec des préoccupations qui sont sur des temps courts. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs de voir sur la diapo du bas, justement les titres des journaux qui concernaient les tempêtes et la marée du siècle, qui était par exemple à Saint-Malo, juste après justement un épisode extrêmement catastrophique, en 2013, on arrive à vraiment, on voyait des Bretons n'en peuvent plus, et petit à petit, il y a une habitude justement de ce phénomène qui avait causé des morts à l'époque, et petit à petit ça devient ludique. Donc voilà un petit peu, on voit bien qu'aussi cette perception de la population évolue au cours du temps. Donc on voit bien, diapo numéro 13, qu'en fait que si on veut aborder un observatoire du risque, il va falloir être capable d'évaluer ces 4 composantes et de les suivre dans le temps. Donc c'est un petit peu ce qui est présenté sur cette diapositive, vous voyez, on va essayer d'avoir une trajectoire de la vulnérabilité au cours du temps, sachant que ces 4 paramètres évoluent aussi avec leur propre évolution temporelle. Donc c'est l'objectif justement un peu de notre approche, qui est de proposer un observatoire intégré, donc sur ces 4 composantes. Alors c'est un projet qui a été financé déjà depuis quelques années à la fois par la Fondation de France et l'Adréal Bretagne, qui en fait va essayer de développer une méthodologie pour essayer de mettre en œuvre un observatoire intégré des risques côtiers d'érosion-submersion et de tester sa mise en œuvre. Donc la diapo suivante. Alors, diapo suivante, c'est assez simple, parce qu'en fait, sur la partie aléa, suivre l'évolution du trait de côte avec les paramètres physiques, donc on voit avec la topographie, la bathymétrie, éventuellement les paramètres en arrière, on va dire la mesure des paramètres physiques sont assez simples, d'un point de vue conceptuel, on en reviendra un petit peu plus lointain. Par contre, quand on va aborder les 3 autres composantes, eh bien, il va falloir essayer de transposer ces mesures physiques simples en termes d'indicateurs sur les autres paramètres que sont les enjeux et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un petit peu le processus sur la diapo numéro 16, justement, c'est un petit peu cette idée qui essaye de présenter en fait la démarche qui a été suivie, d'essayer de définir un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs qui doivent être évidemment filtrés par les gestionnaires qui donnent un avis, par les chercheurs, on refait un retour vers les gestionnaires et de manière à définir un indicateur qui soit un agrégateur d'un certain nombre de mesures. Bon, on voit bien que les indicateurs pour des enjeux de la gestion et de la présentation peuvent être un petit peu plus complexes à construire que pour ça un simple indicateur qui va mesurer un niveau d'eau, par exemple.
Et donc, c'est un petit peu la stratégie qui a été mise en œuvre, avec, on voit sur la dernière partie de la diapositive à droite, mais évidemment, c'est qu'une fois qu'on a défini cet indicateur, eh bien, il faut savoir si on peut le qualifier, donc lui donner en effet un indice de fiabilité, de pertinence et de faisabilité. Donc, c'est un petit peu ce qui a été fait. On a défini une multitude d'indicateurs et petit à petit, on converge. C'est la diapo numéro donc 17. Voilà, qui nous permet d'avoir, on voit ici représenté sur chacun des grands domaines, aléas, enjeux, gestion, représentation, un certain nombre d'indicateurs qui, pris individuellement, ne sont pas les indicateurs de vulnérabilité, mais ça c'est l'étape suivante, ça va être comment croiser tous ces indicateurs pour produire vraiment un indicateur de vulnérabilité. Alors, évidemment, on voit bien que ces indicateurs, il faut pouvoir les représenter spatialement. Donc là, il y a eu un certain nombre d'outils qui ont été développés. On voit par exemple qu'il y a une interface qui permet de représenter spatialement ces différents indicateurs. Sur mon point 1, c'est l'évolution de la population pour la partie enjeu et d'autres types d'indicateurs. Donc, l'étape finale, c'est ce qu'on est sur laquelle on travaille actuellement, c'est la diapo 18, pardon. C'est ensuite d'utiliser ces combinaisons d'indicateurs pour pouvoir en faire un outil d'aide à la décision, sachant que là, on voit bien que les questions qui vont se poser, c'est d'essayer de pondérer chacun des indicateurs, puisqu'en fonction de l'effet de la zone, eh bien, les paramètres n'ont pas forcément le même poids. Et au final, on a cette figure-là qui est à droite, qui représente en fait, on voit une évolution de la vulnérabilité d'une zone au cours du temps, avec des seuils qui nous permettent de savoir dans quel contexte on se situe et quelles sont les actions qui sont à mener. Donc, voilà un petit peu, je ne vais pas, parce que là ça doit faire déjà à peu près 10 minutes, donc je vais juste ensuite enchaîner sur, peut-être pour faire la transition avec les présentations suivantes, c'est sur le fait que cette approche qu'on développe depuis quelques années, en fait, on est amené à la développer dans le cadre d'un projet cette fois-ci européen, et donc d'essayer de transposer toute cette stratégie de vulnérabilité globale à l'échelle de la façade européenne atlantique, et avec cette fois-ci des réflexions sur l'intégration des sciences participatives pour pouvoir justement poursuivre ces évolutions de mesures d'indicateurs pour être le plus efficace possible. Et une stratégie évidemment de cet observatoire européen, ça va être évidemment de partir de ces réflexions de vulnérabilité globale, mais également de réfléchir, s'il n'est pas possible, dans cette logique d'observatoire participatif, d'éventuellement développer des nouveaux capteurs, alors pour la partie plutôt aléa, qui puissent être utilisés de façon un petit peu récurrente et simple par les différents acteurs sur le terrain, de manière à produire des mesures qui vont nourrir ces indicateurs. Donc en fait, on voit qu'on est en train un petit peu de réfléchir sur des observatoires, ce qu'on appelle nous les observatoires 3.0, qui vont être, dans le cas idéal, des observatoires totalement interdisciplinaires. Là, on a bien vu qu'on cassait la limite entre les physiciens, les sciences humaines et sociales, pérennes, parce qu'évidemment, pour pouvoir suivre l'évolution du changement climatique, il faut que ces observatoires puissent fonctionner sur des échelles de temps longues, capables de mesurer des tendances. On a bien vu ces tendances long terme, mais également capables d'enregistrer des événements extrêmes, parce qu'en fait, évidemment, c'est dans les cas extrêmes qu'on a besoin d'avoir le plus de mesures, et c'est dans ces cas extrêmes où les capteurs qui existent sont les plus difficiles à développer. Et à faible impact environnemental, évidemment, pour pouvoir justement produire ces mesures de façon assez systématique, sans empreinte, sans impact trop important. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est un peu bizarre de parler complètement dans le vide, donc j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais vous dire. Et s'il y a des questions, je peux vous aider à y répondre. Oui, je t'écoute. Merci beaucoup, c'était super clair. Comme il ne nous entend pas via la vidéoconférence,
On peut faire une question peut-être pour que ça soit simple. Je peux la transposer par téléphone. Est-ce que les modèles sont uniquement en temps réel, ce qu'ils montrent sur leur carte, ou est-ce que c'est des modèles de prédiction avec 24 heures ou 72 heures ou une semaine d'avance en fait? Est-ce que c'est sur le futur ou est-ce que c'est sur le présent? Ok. Il y a une question, savoir si les modèles étaient basés sur des informations de temps réel ou si c'est des prédictions. Des modèles prédictifs basés sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Alors oui, non, là on n'est pas du tout dans des modèles de gestion de crise. Donc, on n'a pas de modèle en termes de prédiction d'évolution d'état de mer par exemple ou d'arrivée de tempête. On est vraiment sur des échelles de temps plus longues et sur du travail a posteriori. Donc on n'est justement pas dans des systèmes d'alerte d'urgence. Ça c'est vraiment un point qui est important. Parce que de toute façon on voit bien que quand on doit traiter les enjeux, ou on doit traiter l'aspect législatif, on est sur des échelles de temps qui ne sont pas les mêmes. Okay. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut... C'est ok? Une dernière question peut-être? Okay. Je vois pas la salle, du tout. Je sais même pas s'il y a des gens en face. si tu mets la caméra. C'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Autre question, justement. Merci à vous. Est-ce que cette information est complètement publique ou elle est seulement pour les professionnels ou les membres de l'organisation? La présentation les informations qui collectent. Il demande si les informations dans les outils avec cette présentation sont publiques ou elles sont juste à la disposition des chercheurs ou des collectifs. Alors, c'est vrai que la totalité des développements qu'on fait se font systématiquement avec les collectivités. Par contre, l'accès, je vérifie, mais l'accès justement aux outils, au moins en phase de test, ils sont de plus en plus ouverts, parce que justement on essaie d'avoir des retours. Donc, il faut juste que je vérifie que tout est publié, et si jamais il y a ce que je propose, c'est qu'à ce moment-là, c'est de voir avec Alain, et vous envoyer à ce moment les liens qui nous permettront de télécharger, d'appliquer les codes si jamais vous voulez tester un petit peu ce qui a été fait. Okay. Et je donne ça, je ferai passer ça par Yves et qui transférera, je suppose. Merci beaucoup. Ok. À bientôt et merci. Merci beaucoup à Christophe Delacour pour ce magnifique exposé sur les observatoires intégrés des risques côtiers. Alors tout de suite, nous allons passer à une deuxième présentation très très en lien, vous allez voir, parce que cette présentation s'intitule « Zone côtière et changement climatique vers les observatoires 3.0 ». Donc ce sera animé par Jade Joris-Kosovo et Yves Quéré, qui auront, comme tous les conférenciers, 10 minutes pour leur exposer, et ensuite on pourra échanger pendant 10 autres minutes. Ce sera hyper intéressant, vous allez voir. Yves et Jade. Bon, ce sera donc une présentation à 2 voix, je pense qu'on n'a pas besoin de micro, ça vous va? C'est pour le internet. Ah oui, c'est mieux pour... Je suis pas sûre de garder le micro dans la bonne position. Faut que tu le mettes sur le menton et tu vas voir que ça bouge pas. Pour faire le lien, donc la présentation que nous a fait Christophe évoquait en fin de temps de son discours une deuxième phase du projet qui réfléchirait donc à des observatoires permettant d'intégrer les aspects de sciences participatives et d'accélérer en quelque sorte la compréhension des changements climatiques au niveau des zones côtières. Et dans ce cadre de ce deuxième projet, à la fois le Fab Lab et Dataterra, qui est donc la petite entreprise que Cécile et moi avons fondée il y a une petite année, sont associés à ce projet qu'on essaye donc de vous présenter relativement vite. Christophe vous expliquait que déjà depuis de nombreuses années, on constate qu'il y a des changements climatiques au niveau des zones côtières, que c'est relativement important de pouvoir acquérir la compréhension de ces changements sur le long terme. Et ce que nous a évoqué Christophe tout à l'heure, c'est qu'on est face à des stratégies nationales qui sont mises en œuvre par des ministères. On a
différents observatoires. Là, c'est les parties du trait de côte qui sont mises en couleur représentent les structures officielles qui suivent les traits de côte à l'échelle de la métropole, qui sont souvent sous l'égide de structures étatiques en lien fort avec la recherche, bien évidemment, mais qui permettent du coup de mettre en place différents outils, des tableaux de bord, des cartes, des jeux de données, des rapports, qui visent en fait à gérer les données, structurer des acteurs, partager les connaissances, faire le suivi à long terme et destiné à des publics. C'est en quelque sorte une première étape du constat. D'une manière un peu différente, on constate une évolution relative aux sciences participatives qui existe déjà depuis de très nombreuses années avec les sociétés savantes, notamment au XIXe siècle, mais on peut dire que ça a pris un tournant relativement important, notamment en s'appuyant sur le développement numérique, les applications, les plateformes, la mise en réseau. Il y a vraiment un fort développement de cette activité, mais on constate aussi souvent que le citoyen est considéré souvent comme un simple capteur, un simple outil de captation de l'information, qui n'est souvent pas toujours bien intégré en amont de la réflexion pour la compréhension des enjeux et assez mal aussi associé dans l'analyse, dans la valorisation de ces données. Et de plus, ce qu'on peut constater, alors peut-être que les choses ont peut-être évolué, j'ai pu comprendre avec certaines discussions avec Cédric que certaines données de sciences participatives étaient de plus en plus accessibles. Cependant, quand on observe les portails open data actuels ou les portails de sciences académiques, ben on y retrouve assez peu de données de sciences participatives, ce qui pourrait laisser penser que la circulation de ces données, la combinaison des données de sciences participatives et des données de sciences dures, académiques, on va dire, ne se fait pas encore vraiment totalement, ne permettant peut-être pas d'aller vers plus de compréhension. Je reprends une des slides de César. On est face à une urgence, il faut agir vite. Et du coup, peut-être qu'une des premières hypothèses, ce ne sera pas la solution à tout, mais de mieux comprendre tous les enjeux au niveau des zones côtières permettrait d'avoir de meilleures décisions et de meilleures actions au niveau collectif. Puisque je vous rappelle, Christophe évoquait souvent les chercheurs, mais aussi les gestionnaires, les élus, les acteurs de l'État, les citoyens, si on parle de sciences participatives. Donc ça nous semble important de pouvoir essayer d'avoir une vision peut-être encore plus élargie que la vision que nous a présentée Christophe dans ses premières diapos. Du coup, on a appelé ça les observatoires 3.0, où on aurait une meilleure intégration des données de recherche et des données citoyennes. Et à la place d'avoir un citoyen en tant que capteur, on pourrait l'avoir vraiment en tant qu'acteur, en s'appuyant sur des événements créatifs comme l'aquathon, comme des aspects de fabrication qui pourraient se faire au niveau des Fab Labs, ou comme les apprentissages vraiment interdisciplinaires, qui nous permettraient de prendre des décisions à toutes les échelles. Je vous terminerai avant de passer la parole. Du coup, cet aspect-là, d'intégrer les données avec les citoyens en tant qu'acteurs et les différents types de données, selon nous, ça peut vraiment s'appuyer sur toute l'expertise des Fab Labs et nous permettre de voir le citoyen en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire des collectivités territoriales, et y compris les élus. Et donc, comment les Fab Labs peuvent apporter ces réponses-là? Donc, comme l'a dit Jade, un des challenges, c'est de repenser en fait la façon de faire de la science participative et de réduire le gap entre les travaux de recherche et l'implication des citoyens dans ces travaux. Il y a des problèmes de compréhension des enjeux pour qu'ils passent justement de cet aspect plutôt outil à vraiment acteur. Donc, il y a forcément une vulgarisation d'un côté et une compréhension, une montée en compétence côté des citoyens sur ces grands enjeux. Donc, comment le Fab Lab pourrait agir? Donc on a ce contexte favorable d'un nouveau projet européen sur lequel on va pouvoir tester dans un contexte donné cette approche. Alors déjà le Fab Lab c'est quoi?
c'est un espace qui va faciliter la fabrication pour tous. Donc on est déjà sur une diffusion de l'empowerment d'un citoyen ou d'un individu lambda à fabriquer quelque chose. C'est plus réservé à quelqu'un de la technique. Dans un Fab Lab, on va trouver tout un tas d'équipements, des équipements open source, électroniques, informatiques, comme les Raspberry et les Arduino, des machines à commande numérique et puis des outils traditionnels. Donc finalement, on voit arriver depuis quelques années la notion d'objet numérique. Voilà, toutes les formes. Ici, c'est un objet qui n'est pas numérique à la fin, mais qui a été fabriqué avec des machines à commande numérique et qui est conçu avec un plan, donc en modèle 2D ou 3D. Donc ça veut dire que ce modèle peut être partagé. On peut faire aussi tout un tas d'autres choses. En fait, l'idée de cette slide, c'est de montrer qu'on peut vraiment aller très loin du coup, en utilisant la fabrication numérique, en venant y ajouter toute l'électronique ouverte que chacun peut trouver partout dans le monde. C'est quelque chose de générique. Il n'y a plus qu'à, en plus d'un plan de découpe ou de gravure ou n'importe quoi, je peux partager des codes. Donc j'ai plus qu'à acheter la carte et télécharger le code. Et du coup, j'ai un objet qui devient assez complexe que je peux partager. Là, l'idée, c'est d'utiliser le Fab Lab comme un ensemble finalement de manufactures distribuées. Je ne suis pas tout seul. Il y a des milliers de Fab Labs dans le monde. Donc un objet que je peux fabriquer, je peux le reproduire très rapidement partout dans le monde parce que c'est les mêmes machines et parce qu'il y a de la documentation open source. Je n'ai pas rajouté, mais il y a aussi une communauté. Ensuite, on parlait d'apprentissage, des grands enjeux. C'est aussi, le Fab Lab, c'est un espace d'apprentissage. On y apprend le do it yourself, fais-le toi-même, tu vas apprendre mieux. Mais aussi le do it together, on peut faire des choses ensemble. Ça va être aussi important pour ce type de projet. Donc, c'est aussi un espace, alors c'est pas si facile que ça, mais qui peut faire travailler différents types d'acteurs en même temps. Ici, par exemple, c'est des choses, des animations qu'on a pu faire avec les makers, des associations, des élus, des entreprises. Comment ces acteurs-là, ensemble, peuvent travailler sur le même projet, c'est des choses qu'on ne voit pas très souvent arriver. Donc, do it together et avec une diversité d'acteurs. Le Fab Lab, c'est aussi un accélérateur d'innovation sociale. Donc là, on arrive dans la notion de prototypage, d'expérimentation bas coût. À partir du moment où mon objet il a été fabriqué en fabrication numérique, il peut être, même s'il n'est pas fini, il peut être diffusé partout dans le monde. Je peux me créer une communauté qui va l'améliorer et qui va amener le produit fini. Donc je ne suis pas obligé de travailler tout seul sur toute l'étape du projet et de le sortir qu'à la fin. Je peux le sortir dès le début si je n'ai pas toutes les compétences à disposition. C'est aussi, alors c'est ce qu'on ne voit pas souvent, c'est ce qu'on essaie de prôner ici, c'est que le Fab Lab c'est aussi une source de nouveaux modèles économiques. On voit on a vu arriver les licences open source à caractère commercial, donc on n'est pas obligé de mettre tout en libre comme ça, on peut en créer une économie. On voit un exemple avec le projet Precious Plastic en haut. Tout est mis en open source à caractère commercial, chacun peut fabriquer et vendre ses produits, et du coup ça donne beaucoup plus d'engagement d'acteurs différents, et c'est pas que finalement une communauté de bénévoles à travailler sur un projet. Un autre exemple qui était une version bêta du projet Fab City, qui est le Fab Market. Chaque concepteur de produit peut mettre en ligne son produit. Je ne peux pas l'acheter. Je ne peux pas l'acheter comme ça. Il ne peut pas être envoyé par transport. Donc l'idée c'est d'éviter tous les transports. Par contre, chaque Fab Lab, chaque espace de création peut devenir un magasin. Moi j'arrive, je vais sélectionner ce que je suis capable de fabriquer chez moi en local avec mes ressources matérielles. Je sélectionne ça et quelqu'un qui est sur Brest va dire à Brest on est capable de fabriquer ça même si ça a été conçu au Brésil. C'est aussi, le Fab Lab c'est pas la solution, il y a plein de solutions, il y a plein de communautés qui sont différentes et qui veulent agir pour les mêmes objectifs.
Donc là c'est juste un exemple, il y en a d'autres. La communauté OpenStreetMap, c'était vraiment un super exemple donc, qui a fait ses preuves sur la création de communautés, sur la cartographie participative. Là on voit un exemple d'une communauté qui s'est mise ensemble pour cartographier lors d'un cyclone toutes les routes, toutes les zones où il y avait des endroits pour des hôpitaux de secours, enfin de fortune. Donc ils ont été cartographiés grâce à une communauté internationale. Donc ça c'est vraiment super. Donc, cet aspect OpenStreetMap cartographie plus Fab Lab, ça donne encore une autre dimension. Donc là, ça c'est le résultat d'une cartopartie, donc un mapathon. Donc un mapathon, un aquathon, ça peut être aussi intéressant à associer. Donc le Fab Lab est aussi un outil pour acquérir des compétences interdisciplinaires et potentiellement devenir un acteur de la société. Donc voilà des exemples de projets, comme si ça se passe aujourd'hui à Aquathon, pour imaginer ensemble avec l'université d'acteurs des potentielles solutions pour améliorer, pour protéger les océans. Mais ça peut être aussi des activités type Summer School pour acquérir de nouvelles compétences, réaliser des kits pédagogiques pour faire en sorte qu'on comprenne encore mieux les phénomènes physiques et les enjeux qu'il y a. Pour finir, le Fab Lab, un outil pour les Fab City. Donc Fab City, c'est un projet international qui a pour objectif de rendre self-sufficient, donc autosuffisant les territoires, donc de passer d'un modèle de consommation type hôpitaux à un modèle basé sur l'économie circulaire où on produit localement et on gère ses déchets localement. Donc, le Fab Lab, c'est un outil, c'est pas l'outil. Mais pour nous, c'est vraiment un ensemble, donc connecter des événements ou des projets finalement comme le Aquathon à cet objectif global, c'est vraiment un enjeu. Je ne sais plus, il y avait d'autres slides là, sur les indicateurs. Donc là, le Aquathon, c'est un des critères de l'ONU, des Nations Unies. Sur le Fab City, il y a les 17 qui sont en jeu. Donc avec ce travail qu'on fait, on commence à traiter un critère et on va pouvoir les connecter avec les autres au fur et à mesure. Donc ça va nous permettre de faire des choses encore plus transversales. Donc voilà ce que j'avais à dire sur finalement l'approche qui a été proposée par le Aquathon et comment ça peut être vraiment un super outil parmi d'autres pour avancer sur les sujets. Merci. Jacques, tout à l'heure, tu parlais de faire évoluer les pratiques citoyennes du citoyen comme collecteur à citoyen comme acteur. Comment les structures, est-ce que vous avez déjà réfléchi, enfin, je vais un peu oui, mais un peu de question, sur comment les structures, comment on peut vous aider à faire ça en fait. Comment des structures comme les Fab Labs ou comme des structures qui parlent de centres éducatifs portent cette filiale et le réalisent sur le terrain, peuvent vous aider à mettre ça en place. Nous, c'était vraiment l'aspect avec le Fab Lab, par exemple, impliquer les différents acteurs, donc pas que les citoyens, les gestionnaires, les élus, etc. Par exemple, dans la fabrication, dans la question déjà, bien comprendre la question, dans la fabrication, dans l'interprétation, avoir vraiment la quasi-totalité des acteurs dans quasiment le cycle entier de la donnée. C'est moi de mes visions. Je pense que dans la plupart des projets de recherche, on évitait cette partie-là multi-acteurs. Là, on la voit arriver de plus en plus. Et là où nous, on se positionne en tant que connecteur, c'est-à-dire qu'on vient carrément porter des actions transversales dans un projet. C'est-à-dire qu'on est une espèce d'espace neutre sur lequel on va dire c'est important de mettre tel ou tel acteur ensemble. Donc finalement, tout le monde sait que c'est important d'avoir les gens. Maintenant, c'est juste comment et comment on finance ça. Donc, si c'est prévu dès le départ et qu'on vient montrer que c'est important chaque nouveau projet sera appris comme ça. Donc là, on le voit sur cet espace ici, qu'on vient nous demander de plus en plus d'être impliqués dans les projets pour faire cette connexion avec les acteurs. Dans le projet
Pito, ça veut dire qu'on a identifié les poubelles ou les rebuts, enfin ça veut dire ça. Alors ça, ici, ça, quand tu parles de Pito, c'est le modèle actuel. Là. Oui. Donc, en gros, le premier challenge, c'est d'arriver à définir le métabolisme du fonctionnement d'un territoire. Donc, par exemple, ici pour nous, ça va être notre territoire. Comment il fonctionne, comment il gère ses déchets, qu'est-ce qu'il produit localement, pourquoi. Et après, on va pouvoir définir des challenges. On va se donner cet objectif-là pour mieux fonctionner. La question de Ken, c'est dans un modèle, si on avait un modèle complètement Dido, qu'est-ce que ce serait le modèle de soutenance en fait? Comment on arrive à faire une société qui devient autosuffisante? Sans façon, pour un lieu comme vous serez plus dans l'université, vous seriez entièrement économiquement autosuffisant, c'est ça l'idée? Alors il y a une partie forcément économique, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire en sorte qu'on crée une nouvelle économie en même temps qu'on développe des nouvelles méthodes de faire. Parce que si on ne le fait pas, ça ne sera pas durable. Ça sera juste un financement comme ça pour faire quelque chose. Donc si je prends l'exemple de, je sais pas moi, de travailler sur l'économie, enfin sur la dépendance en énergie. Du coup, par exemple, aller sur la diversité des façons d'utiliser l'énergie renouvelable et faire en sorte que ça soit économiquement viable. Et que ça ne soit pas basé que sur la subvention. Est-ce que le projet Dido, il est aussi vu par l'ensemble des Fab Labs ou c'est juste ici que c'est né ou comment ça se passe? En fait, donc ça c'est un objectif qui est issu du réseau international FabCity qui a été créé par le MIT et l'Institut d'architecture avancée de Catalogne, qui sont à peu près les mêmes, qui ont un peu initié le mouvement des Fab Labs et qui se sont dit ouais, les Fab Labs c'est intéressant, en fait c'est puissant, il faut leur donner une vision. Et donc il y a eu la création du projet FabCity pour aller plus loin. Aujourd'hui il y a 28 villes dans le monde qui sont dans le réseau FabCity depuis 2018. Ce qu'on peut faire, c'est compléter un peu la présentation avec des liens en dessous vers ces informations-là. Il faut compléter un tout petit peu. On pourra donner d'autres informations sur le FabCity. Parce que le concept est intéressant. Et au-delà de ça, donc, on éviterait le produit et les poubelles pour aller vers seulement des données, mais donner vraiment dans le sens large, parce que ce que tu évoquais quasiment au tout début du hackathon, c'est est-ce qu'on documente les projets, etc. Donc ce serait des jeux de données, mais aussi de la documentation, des plans, des codes, la totalité de ce qu'on a besoin pour imaginer la vie de demain. Mais c'est en cours. C'est vraiment fondamental, je trouve. Il y a un autre outil qui a été développé en parallèle du FabCity qui est là en fait pour documenter, même en dehors du réseau FabCity, toutes les actions, que ce soit de la recherche ou des actions de terrain qui ont été vérifiées, testées et donc sont recensées sur ce site-là. Donc comme Precious Plastic qui est recensé, qui a été testé sur plusieurs niveaux. Ça s'appelle la Trace of the Future. Donc on va pouvoir voir quelques exemples. Le temps est relativement avancé. En tout cas, on peut aller voir beaucoup d'informations sont intéressantes sur ce site. On mettra le lien aussi dans la présentation. Super. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oui, mais tu as déjà présenté pas mal de choses, du coup c'est bien. Je vais pouvoir illustrer tout ça par des exemples concrets qu'ont fait les étudiants dans notre Fab Lab et explique un peu comment est-ce qu'on fonctionne, nous, à l'Open Factory, avec nos étudiants. Donc ma présentation va être principalement axée sur le fonctionnement en fait, du Fab Lab. Non, c'est bon. Donc voilà, là sur cette diapo, on voit une illustration d'étudiants qui travaillent ici. Alors comme Yves vous l'a un peu introduit, un Fab Lab c'est un lieu d'échange, un lieu où on prototype. Pardon non, sur la slide qui est ici, celle qui était là. Est-ce que vous pouvez mettre en plein écran lecture en haut à droite pour qu'on voit plus grand les images? Bien sûr. Ici. Ouais. Voilà, de toute façon, j'ai qu'une diapo. Voilà. Donc le Fab Lab, un espace d'échange, un espace de prototypage, un espace où on vient, où on teste, où on n'a pas peur de se tromper, où on se trompe, où on recommence.
un espace où on apprend avec nos mains. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a proposé à l'université, donc avec Yves en 2015, et donc qui était beaucoup pour faire le lien entre les étudiants de l'université, le monde de la recherche et le milieu socio-économique. Donc on est organisé en 4 piliers d'activité. Un premier pilier sur la fabrication numérique. Donc c'est tout ce qui est diffusion de la culture du fer, diffusion de l'utilisation des outils à commande numérique pour fabriquer des choses localement. Par exemple, tout le mobilier que vous avez ici a été fabriqué avec notre fraiseuse numérique qui est à côté. Les plans ont été pris en open source sur un site web. Donc on accompagne les personnes sur l'utilisation des machines, sur l'apprentissage, sur les formations à ces machines. Ensuite, on a un deuxième point, c'est la conduite de projet. Donc, des personnes viennent nous voir, ils ont un besoin a priori, et puis ils ne savent pas trop par quel côté prendre leur projet. Donc, on est là aussi pour les orienter, pour les aider à détriturer un peu leur projet, savoir par où commencer, savoir qu'est-ce qui est pertinent ou pas pertinent. Donc, on organise également des formations sur qui mêlent étudiants et entreprises, des formations qui sont pilotées par des techniques d'intelligence collective, par des techniques de design thinking, un peu ce qu'on a fait avec le hackathon, ce qu'on a fait ces derniers jours. Donc voilà, on accompagne les personnes à la fois sur la partie fabrication numérique et à la fois sur la partie conduite de projet, méthodologie. Et en fait, tous les projets qu'on a au Fab Lab, ils sont pilotés par ce que vous présentez Yves tout à l'heure, c'est-à-dire le Fab City. Et le Fab City, c'est comment est-ce qu'on construit une ville plus durable pour demain. Et donc ça fait partie de nos programmes thématiques. Notre programme thématique, qui est un peu le chapeau de tous nos sous-programmes que je vais vous présenter, c'est le Fab City. Et donc on a des projets sur le handicap. On essaye de mêler des personnes en situation de handicap qui viennent ici, essayer de créer des aides techniques, etc., avec des étudiants, avec des assos. Et donc, j'ai la chance d'avoir mon ami Gwen ici aujourd'hui, qui n'est pas en situation de handicap, mais qui va m'aider à passer le projet dans le public, parce que je me suis un peu fait mal aux pieds. Donc, le premier projet que je voulais vous présenter, qui est sur le handicap, c'est l'adaptation de jeux de société pour des personnes aveugles et malvoyantes. Donc, c'est les deux, le plateau et le Rubik's Cube. Donc, c'est un jeu de Othello et un jeu de Rubik's Cube. Donc le jeu de l'Othello, d'habitude, c'est des pions blancs et noirs qui sont retournés, mais là, on va jouer avec des formes. Et donc ça, on l'a fait avec une association qui s'appelle l'association Valentin 1-8 sur Brest. Donc c'est une association de personnes aveugles et malvoyantes et qui viennent faire des choses avec nous, avec les étudiants. Donc ça fait partie de notre méthodologie de pouvoir mêler étudiants, assos, travailler vraiment sur des problématiques concrètes. Et alors, ce qui est super intéressant aussi, c'est que ce jeu qui a été fabriqué ici, donc il a été testé, et puis amélioré avec les usagers, parce qu'il a été fabriqué avec les usagers. Et donc ici, on a une deuxième version, une version pliable, plus compacte. Et ensuite, il y a une troisième version où on a mis des belles charnières qui leur a été livrées. Et donc, sur les projets qu'on fait ici, on essaye de les documenter au maximum. Parce que c'est ce que Yves et Jade présentaient avant. Quelque chose qui est fabriqué dans un Fab Lab peut être fabriqué dans n'importe quel autre Fab Lab du monde. Et donc tous ces projets-là sont documentés, accessibles sur Internet. Et dans notre méthodologie, c'est super important pour les étudiants parce que au lieu d'écrire sur leur CV à un moment donné, j'ai fait un projet en cours de je sais pas quoi dans le Fab Lab, on a une documentation publique sur Instructable avec des projets open source. Et du coup, ça crée petit à petit leur CV comme ça, en ligne, c'est documenté, il y a des blogs, les gens peuvent faire des critiques sur leur projet et puis ils peuvent avancer comme ça. Donc là, ça c'est un autre projet aussi, c'est des cartes de jeu qui ont été imprimées en 3D avec du braille dessus. Et on a mis un petit présentoir noir et un petit présentoir blanc. Alors pour la petite histoire, c'est parce que ils jouent avec des personnes qui ne sont pas aveugles mais malvoyantes, et les malvoyants trichent. Et donc ils voulaient un petit présentoir. On a une autre thématique, autre que celle du handicap, c'est celle de la musique, donc qu'on développe beaucoup ces temps-ci. Et donc
Là, vous voyez sur cette brochure de journal, donc Quentin, un jeune qui est venu en stage l'an passé et qui a fabriqué sa propre guitare. Donc que voici la guitare, et du coup, elle a été usinée avec une fraiseuse numérique. Donc là, on voit le contre-moule qui est ici. Solo. Donc là, c'est pareil, les projets sont documentés. Là, on essaie d'avoir une méthodologie où, au fur et à mesure de l'animation des projets, les personnes documentent en temps réel, un peu de la même façon que le hackathon cette semaine, donc une documentation ouverte. Et un autre projet que je voulais vous présenter, c'est sur des activités qu'on a avec le CHU, donc l'hôpital à Brest. Donc c'est un service qui s'occupe d'opérer des anévrismes. Et donc là, ce que vous voyez, c'est des réseaux sanguins qu'on a dans la tête comme ça. Et donc c'est des opérations de prévention de rupture d'anévrisme. Donc typiquement, il passe avec du fil par le bas de la colonne vertébrale, il remonte jusqu'au cerveau pour déposer une petite spirale pour éviter que l'anévrisme pète. Et donc ce qui était utilisé au départ, c'était ce petit tube en silicone, ne regardez pas ce qui est vert, ce qui est rouge, juste le tube en silicone au milieu. Et du coup, ça représentait à peu près ce qu'on avait dans la tête. Mais on n'a pas tous les mêmes virages dans le cerveau. Et donc il y a quelque chose qui est fabuleux aujourd'hui, c'est l'impression 3D. Et on a réussi à imprimer un anévrisme qui est très très fidèle à celui d'un patient, et où ça représente vraiment les virages de vaisseaux qu'on a dans notre tête. Et donc ils peuvent s'entraîner avant chaque opération, ce qui diminue le risque énormément. Et donc ça, c'est de la résine élastique qu'on utilise dans nos imprimantes. Ah oui, oui, je vais pouvoir présenter aussi. Oui. Et donc voilà, tout un certain nombre de projets. Et puis un autre projet que je comptais vous présenter aussi, c'est celui-ci. Donc il n'est pas terminé, mais ça représente le plan de tram de Brest. Alors ça va faire écho avec des projets que vous avez déjà fait sur le panobus. Donc ça a été usiné avec notre découpeuse laser ici. C'est le plan de Brest, et ce que vous voyez ici, la petite encoche qui court en diagonale de Brest, c'est la ligne de tram. Et on a animé un hackathon avec un hackathon pédagogique avec des bibliothécaires, avec des personnes qui travaillent dans les centres sociaux à Brest, pour leur faire découvrir le Fab Lab et leur faire découvrir les possibilités du Fab Lab. Et donc, ce que faisait ce projet, en fait, c'était d'afficher en temps réel sur une bande de LED où étaient les rames du tram de Brest. Donc voilà, ça permettait d'illustrer tout ça. Je fais rapidement le parallèle avec la Maison du Livre qui a développé depuis de nombreuses années un projet Panobus qui permet d'afficher en temps réel la position des bus et qui vont vous présenter tout à l'heure. Donc voilà. Et donc, le dernier pilier... mon pilier c'était l'animation du Fab Lab, et je voulais vous montrer à travers. Là, je vais me mordre sur vos questions. Alors... Donc voilà, on a parlé des différentes thématiques, il y en a d'autres sur le recyclage. Je ne vais pas détailler ce projet, il est lié au projet de Precious Plastic aussi que Yves a fait. Donc ça, c'est des plaques de bouchons de plastique qui peuvent être réusinées avec des machines après. Et donc la dernière partie, c'est l'animation du Fab Lab. Comment est-ce qu'on anime tous ces projets-là? Et donc ça, c'est très important. Donc on anime à la fois des formations pour les formations classiques de l'UBO. On anime ces projets-là via des hackathons, donc via le panneau que je vous ai montré ici. Via le aquathon qu'on organise ici. On organise des événements, des cafés. On accueille des personnes en stage pour venir faire ces projets-là. Donc c'est toute l'animation qu'on met autour de ça, avec donc notre équipe pluridisciplinaire de l'Open Factory. Donc voilà pour ma présentation. Et alors, je ne sais pas combien de temps elle dure, même pas une minute. Alors là, on va vous présenter un autre projet. Donc pareil, qui mêle les étudiants. Et là, c'est une association de danse qui s'appelle Moral Soul à Brest. Et donc, ils font des spectacles de danse. Et là, on a fait l'union entre le numérique, le culturel, l'artistique. Et donc, ils ont créé une langue particulière comme ça, qui fait une chorégraphie avec des danseurs. Donc, c'est des étudiants d'électronique en mécanique qui ont travaillé avec
Donc un vrai spectacle de danse professionnelle a été fait avec cette lampe. On m'entend plus. On m'entend, c'est bon. Voilà. Donc voilà pour la fin de ma présentation et j'ouvre la session aux questions. Oui. Dans les initiatives que vous voyez, lequel, à ton avis, contribue le plus à aller vers cette économie circulaire et soutenable? Alors, il va y avoir tout ce qui est ce qu'on n'a pas présenté là, mais c'est aussi au niveau de ce qu'on rejette, un Fab Lab crée beaucoup de déchets parce qu'on prototype beaucoup. Et donc, comment est-ce qu'on réutilise ces déchets? Comment est-ce qu'on les réemploie? Comment est-ce qu'on les reforme pour créer une certaine circularité en partant des déchets qui redeviennent des matières premières? Donc ça y contribue à notre échelle. Oui, vas-y. Sur le projet Fab City, on a en fait ici aussi un incubateur, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler qu'avec des gens qui bossent en local. Donc ça veut dire que des gens qui sont intéressés pour travailler sur un projet, au départ, ils sont intéressés peut-être par le hobby, mais peut-être qu'ils ont envie aussi d'en faire leur métier, en tout cas d'avoir un salaire avec ça. Et du coup, l'idée, avec toutes ces étapes un peu progressives, c'est de faire en sorte qu'à partir du moment où on travaille avec des individus, c'est qu'ils puissent trouver leur place et qu'ils créent leur propre économie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un projet pour trouver des solutions à quelque chose, c'est que les gens soient la solution. Donc, pour que les gens soient la solution, il faut qu'ils aient une situation pérenne pour développer leur projet. Donc, finalement, on n'est pas que sur des solutions techniques, on est aussi pour laisser la place aux gens pour aller être acteurs finalement dans tout cet écosystème. Est-ce que vous voyez que les jeunes, les plus jeunes générations, est-ce qu'ils ont un comportement qui est justement intéressé par ces valeurs, ou est-ce que vous voyez que c'est un sujet qui les intéresse ou pas vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt de notre génération ou c'est plutôt les jeunes qui sont assez dans le sujet? Alors c'est hyper intéressant. On participe tous les ans par exemple à un événement qui s'appelle la Fête de la Science et on se rend compte que dans beaucoup de cours très tôt, ils ont des cours sur le développement durable. Lorsqu'on parlait de ces jeux de société pour les personnes en situation de handicap, des fois la première réaction des personnes c'était oui mais ça existe déjà, il suffit de les acheter, et puis là tu avais tout de suite un qui disait mais oui mais non mais c'est fabriqué ici sur mesure, sur place, et du coup il n'y a pas tous ces coûts de transport. Donc on a eu déjà des réflexions de ce type qui venaient des plus jeunes. Ensuite après c'est curieux, mais il y a aussi le système de l'université qui fait que les jeunes sont après reconditionnés dans des parcours assez classiques et assez fermés, et on doit redéconstruire ça une fois qu'ils reviennent là. Donc il y a cette curiosité-là. Je pense que globalement, ils sont de plus en plus sensibles à ce genre de choses. Ce qui est intéressant à voir aussi, là où on voit les idées sortir, donc effectivement il y a des événements qu'on fait ou des événements d'émergence de projets qui sont quasiment à 80-90% des projets tournent autour des sujets environnementaux. Mais en fonction de comment c'est fait, si on prend un challenge fait dans une école d'ingénieur par exemple, où on sent en fait que dès le départ il est drivé business, donc en fait les étudiants ils vont aller chercher un truc qui est forcément drivé business, qui ne va pas prendre forcément en compte ces enjeux environnementaux. Par contre, quand on laisse la place finalement à toutes les possibilités, que ce n'est pas forcément de modèle économique à une idée, là on voit émerger plein de choses. Donc c'est à nuancer en fonction de. Je pense que c'est vrai, ce que Mathieu a dit, c'est de plus en plus fort, mais on ne le voit pas partout, mais parce que c'est pas. Il y a une mission peut-être en fonction de comment est portée l'idée au départ des événements, des formations, ou des postures des écoles. Est-ce que vous participez par exemple à des salons de formation, à des événements des métiers d'art, et est-ce qu'à terme on pourrait penser que par exemple votre organisation
donne accès à un diplôme, à une formation, à un esprit? Est-ce que ça peut être diplômé? Vous êtes dans un cadre universitaire, est-ce qu'en venant chez vous, on peut acquérir une forme de connaissance diplômée? Et comment elle sera reconnue? Parce qu'actuellement, sur le métier d'art, on fait beaucoup de progrès. Et à mon avis, intrinsèquement, vous en faites partie. En fait, on va dire deux postures. À chaque fois, c'est quelque chose d'assez expérimental. On est toujours en train de tester les choses. En fait, un étudiant vient ici pour apprendre des choses qu'il ne peut pas apprendre ailleurs dans notre écosystème. Donc effectivement, là, on fait des formations et on essaie de faire en sorte qu'elles soient diplômantes. Ce n'est pas encore le cas, mais on a 2 diplômes universitaires qui sont en cours de création sur l'innovation sociale. Et de l'autre côté, donc, on travaille avec des enseignants-chercheurs, des départements de formation, pour faire en sorte que... En fait, on a de plus en plus de demandes. L'année prochaine, on a près de 300 heures de demandes de vacation sur des cours sur l'innovation, l'économie circulaire, la connaissance du monde, de l'évolution, etc., la transition numérique. Et donc, ils nous demandent d'intervenir dans des nouveaux modules qu'ils veulent mettre en place. Donc, du coup, finalement, c'est directement valorisé dans leur diplôme en tant que petit module. Donc, c'est un essaimage doux, mais bon, comment ça se fait? Donc, les Fab Labs vont prendre de plus en plus d'importance parce que ça... D'abord, ça lie la main et l'esprit. Et je pense que beaucoup de monde va en avoir marre de bosser sur les écrans, vont aussi vouloir s'impliquer plus physiquement, quoi. J'ai posté sur LinkedIn hier, il y avait un article qui, je crois que c'est un makerspace à Paris, qui a développé un nouveau diplôme sur 6 mois de créatif technologiste. Voilà, donc ils forment des makers. César, tu peux parler des cours que tu donnes? Justement, je suis le prochain speaker. Ok, on va laisser le temps. Mais c'est une super transition, César. Merci beaucoup. Donc je vais passer le micro au prochain. Malheureusement, pour des raisons familiales, je vais devoir vous laisser pour ce soir. Donc je vous souhaite une bonne fin de forum. J'ai passé vraiment du très très bon temps avec vous. Et je ne manquerai pas de regarder la vidéo sur le web cette nuit. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Applaudissements. Je vais m'auto-modérer. Okay. So I'm going to speak in French. You can translate. Oh, well, then I can. Yeah, it's okay. Ok. Vous reconnaissez pardon, ce paysage, c'est San Francisco. Oh, pardon, merci. Ok. Ah. C'est un autre micro? Ouais. C'est quoi le capture? We are all close to you. Merci beaucoup. Ok, vous reconnaissez probablement ce paysage, c'est donc le Golden Gate Bridge à San Francisco. Et en fait, j'habitais là-bas et j'ai travaillé dans un endroit qui s'appelle The Tech Shop, qui est une sorte de Fab Lab mais qui est plus commercial. Et pour moi, c'était un endroit un peu de paradis. J'ai travaillé comme chercheur avant dans des laboratoires ou dans des écoles de design. Donc j'avais accès à ce genre d'infrastructure, mais le fait que ce soit un lieu qui soit ouvert à tout le monde et qui permette d'avoir de l'entrepreneuriat, je trouvais que c'était un lieu qui était vraiment formidable. En fait, je fais de la robotique maritime personnellement, et c'est là où j'ai rencontré nombreux de mes collaborateurs. Par exemple, c'est Gabriel Levin, avec qui je travaillais à San Francisco, et avec qui on a fait le tour du monde en bateau. En fait, quand j'étais à San Francisco, j'ai postulé pour être un entrepreneur sur un bateau, sur un incubateur de nouvelles technologies qui s'appelle Unreasonable. Et il se trouvait que cette année, cette édition était sur un bateau qui s'appelle Unreasonable at Sea. Et donc c'est comme une sorte de Fab Lab, mais sur un bateau. Et donc on a fait le tour du monde en bateau. Et c'est comme ça que j'ai débarqué, on avait sur le bateau des mentors. Donc par exemple, là on a les VP, les investisseurs de Google, on avait les designers de Nike, des ingénieurs de Microsoft, on a vraiment des gens qui sont de super pointures. Et c'est ces gens qui nous aidaient à développer notre business model.
et à tester et à proposer notre start-up dans plein de ports différents. Donc en faisant le tour du monde, c'est comme ça que je suis arrivé à Hong Kong en bateau. Et Hong Kong, en fait, je suis allé très vite. J'ai pris le train juste de l'autre côté de la frontière à Shenzhen pour rencontrer mes fournisseurs. Donc ça faisait des années que j'achetais de l'électronique en Chine. Et quand je suis arrivé sur le marché, tout ce que j'achetais sur Internet, qui prend plusieurs semaines à pouvoir trouver, d'un coup, je peux les acheter directement. Immédiatement, je pouvais acheter n'importe quelle pièce. Et si je voulais des pièces qui étaient un peu différentes, une dent de plus, ou un engrenage de plus, ou un interrupteur un peu plus long, on peut le faire sur la demande. Et donc il y a des milliers de magasins comme ça qui sont alignés les uns à côté des autres et on peut travailler les prix, on peut trouver les meilleurs prix et immédiatement. J'ai rencontré mes fournisseurs et on s'est très bien entendu et ils m'ont convaincu de déplacer mon activité parce que mon prix à San Francisco était 7 fois plus cher et 4 fois plus lent. Et donc quand j'en ai parlé à mes investisseurs dans mon entreprise de robotique, je leur ai dit est-ce que je reste à San Francisco où j'ai accès à des grandes entreprises comme Google, etc. Ou est-ce que je vais en Chine où peut-être il n'y aura pas ce même genre d'esprit, mais je pourrais travailler plus longtemps et travailler plus vite. Et j'ai fait une évaluation de tous les ports où je me suis arrêté en naviguant autour du monde et aussi dans mes voyages. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en Hong Kong était très fort dans l'économie, l'accès à l'information, l'éducation, donc tous ces facteurs étaient extrêmement, extrêmement hauts. La seule chose qui n'est pas terrible, c'est le coût de l'immobilier. Mais à part ça, vraiment, tout était extrêmement haut. Et donc, je me suis retrouvé à Hong Kong, qui est ici, qui est en fait au milieu, qui est la plus vieille, entre guillemets, des villes dans cette région, qui est en train de devenir la plus grande ville du monde. Donc, la rivière Delta, ici, c'est une rivière ici. Et Hong Kong, c'est environ 7 millions d'habitants. Shenzhen, c'est environ 25 millions d'habitants. Dongguan, Guangzhou, c'est à peu près 60 millions d'habitants. Macao, c'est à peu près 1 million d'habitants. Donc, la zone est en train de passer à peu près à 100 millions d'habitants, 120 millions d'habitants. Donc il y a plus de gens dans cette zone. Peut-être que la zone de l'île de France, ça fait à peu près cette zone-là. Mais cette zone ici, il y a au moins 80 millions d'habitants qui habitent dans cette zone. Donc c'est une des zones les plus densément peuplées et c'est l'usine de la planète. Donc j'ai débarqué, après avoir fini le tour du monde en bateau, j'ai débarqué sur Hong Kong avec cet esprit entrepreneur. Et je me suis construit mon propre atelier. J'essaie de recréer ce que j'avais quand j'étais au MIT comme laboratoire. Donc j'ai reconstruit, installé l'eau, l'irrigation, l'électricité. Donc j'ai reconstruit mon atelier pièce par pièce. Et très rapidement, je me suis retrouvé à l'étroit. J'avais pas assez d'espace pour fabriquer ce que je voulais fabriquer. Des bateaux, ça prend beaucoup de place. Et je me suis rendu compte que toutes les autres personnes étaient dans le même cas de figure que moi. Les designers, les ingénieurs, les scientifiques, les artistes ont besoin d'outils, ils ont besoin d'espace, ils n'ont pas beaucoup d'argent en général. Et donc j'ai cherché l'usine la plus pourrie que je pouvais trouver. J'ai trouvé un bâtiment industriel complètement désaffecté qui tombait à l'abandon, on l'a nettoyé avant de prendre des photos quand même. Et donc on s'est retrouvé dans cet espace. J'ai payé la caution pour s'engager et on a invité, j'ai pris le bottin et j'ai appelé tous les gens dans la ville que je pouvais trouver, tout sur les sites internet. Et on s'est retrouvé avec j'ai appelé 100 personnes. Il y a 40 personnes qui se sont pointées pour visiter le bâtiment. Et sur les 40 personnes qui ont visité, il y en a 10 qui ont dit voilà, je suis intéressé, et il y en a quelques-uns qui ont signé, et voilà, donc on s'est lancé dans l'aventure. On a construit le bâtiment nous-mêmes, donc on a fait encore une fois pareil, toute l'électricité, la charpente, tout ça. On a fait de manière participative, on a demandé aux futurs adhérents comment ils voudraient avoir l'espace, est-ce que vous voulez avoir plus d'ateliers, plus de bureaux, plus de cuisine, plus de toilettes, plus de. Enfin voilà, on faisait des discussions comme ça autour de plans spéculatifs. L'espace a été construit beaucoup par les volontaires. Donc j'étais très surpris, c'est surtout les filles qui veulent faire le gros œuvre. C'est un bon truc à savoir. Et voilà, les filles qui font le gros œuvre. Et c'est les garçons qui aiment bien faire la finition de la peinture. C'est un peu ce qui s'est passé. Et donc on s'est fait fabriquer un espace qui est très similaire à celui-ci, donc qui est très bien équipé pour le bois, le métal. Quand on a fabriqué l'espace, on avait tout ce qui était gros œuvres, maçonnerie, charpente, mais aussi électronique, chimie, biologie, textile, un peu d'acoustique, un peu d'optique. Et donc voilà, donc on a fait cette première version de l'espace. Dans ces 4 années passées, on a fait plus de 100 projets qui sont très différents. Le haut, par exemple, on a fabriqué une voiture de toutes pièces, avec des études en mécanique, électronique. C'est une voiture qui n'a pas de volant, ni de siège, ni de pédale, ni de ceinture de sécurité. En fait, c'est une voiture qui est contrôlée par Android. Vous montez dans la voiture avec une commande vocale, la voiture va avancer et vous pouvez continuer à vous reposer, à dormir ou à
voilà, ce que vous voulez faire, manger votre petit déjeuner, voir un film sur le chemin du boulot. On a travaillé sur des projets de handicap, des chaises roulantes. On a fabriqué sur de la cartographie thermique, on fait fabriquer des ballons pour voler au-dessus de la ville et mesurer l'inefficacité thermique des bâtiments. On a fabriqué des abris pour les sans-abri, parce qu'il y en a beaucoup à Hong Kong, même si c'est une ville très riche, il y a beaucoup de très pauvres. On a fabriqué du mobilier aussi pour les réfugiés, on a 13 000 réfugiés à Hong Kong. On a fabriqué des prothèses pour les enfants, des prothèses pour les animaux. On a introduit des genres de nouvelles technologies comme le VR. On a fabriqué des architectures gonflables, des machines pour nettoyer les plages, pour retirer les mégots des plages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on tire sur la plage et ensuite qui va retirer le sable et faire tomber le mégot dans un bac derrière. On a fabriqué des systèmes éoliens, par exemple, dans des écoles, des systèmes de hydroponique, d'aquaponique, et on a des ateliers de réparation. Et on a plusieurs startups qui sont sorties de chez nous. Une startup qui fabrique des turbines pour le vent qui ne sont pas rotatives, mais qui sont vibratoires. Donc utilise la vibration d'une membrane pour générer l'électricité. On a une autre entreprise qui a fabriqué une imprimante à panneaux solaires, donc on peut imprimer des panneaux solaires. Et une autre entreprise qui fabrique des écrans tridimensionnels. Donc au lieu d'avoir un écran en 2D, vous avez un bloc et vous pouvez voir les pixels dans l'espace. Mais ce dont on est très fiers, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'écoles. Et donc notamment, on a maintenant créé 8 centres, donc on a un partenaire, on a deux bâtiments à nous, et on a 6 autres branches dans des centres de jeunesse. Donc on a 2 Maker Bay qui sont Maker Bay chez nous, et 6 qui sont sous Maker Bay Fondation. Donc on a 2 structures, Maker Bay et Maker Bay Fondation, et dans lesquelles on va dans les écoles et dans les quartiers défavorisés, dans les quartiers de H&M. Donc on a transformé plusieurs centres de jeunesse en Makerspace. Et donc il y a chacun de ces centres a des dizaines de projets qui leur sont propres, qui sont dans les thématiques locales. Voilà, donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'être très local, mais on voit que notre modèle fonctionne plutôt pas mal. On a un modèle économique qui commence à être soutenable. On a eu juste quelques petits emprunts bancaires au début, mais on commence à être financièrement stable. Et donc on espère pouvoir servir plus de gens. Et donc si vous voulez voir plus de projets, c'est très varié. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous allez vous taper Maker Bay. Et si vous voulez voir des projets, vous êtes dans la zone de projet ici. Et vous verrez un peu plus de détails sur tout ce que je viens de vous dire. Et je vais laisser à Eddie et à Ken présenter dans la partie associative les projets maritime, parce qu'on a une passion pour l'océan. Moi je viens de la robotique maritime. Et donc Ken et Eddie vont parler de certains projets qu'on a fait récemment. Vous voyez, c'est très varié, fabriquer des bateaux, fabriquer des installations architecturales, des décors de cirque, recycler les matériaux, des installations artistiques, enfin, donc on fait vraiment, c'est très varié. Voilà. Question. Oui. Combien de salariés tu as dans le Maker Bay? Ouais. Alors on est à peu près 5 dans la compagnie et 5 dans la fondation. Donc c'est assez avancé. Donc, en tout cas, on est 10, mais les employés de la fondation, ils travaillent beaucoup dans les centres de jeunesse, dans les HLM. Donc ils sont en général 1 ou 2 dans le bâtiment principal, mais en général ils tournent en fait entre centres. Donc en général, il y aura 4 ou 5 personnes dans le bâtiment à la fois. Parce qu'on est ouvert tous les jours et 24 heures sur 24. Donc on a toujours quelqu'un. Ouais. Une dernière question, est-ce que tu sens, enfin moi c'est un peu le sentiment qui est ici, quoi, que finalement tu pourrais continuer à augmenter le nombre de personnes parce qu'il y a de nouveaux projets qui arrivent? Est-ce que tu penses que tu pourrais continuer à embaucher comme ça? Comment tu vois le modèle après 10 personnes? On commence à être financièrement bien, mais on n'est pas non plus en pleine explosion. C'est un peu incertain pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est avoir de l'impact. Les endroits où on voit où on peut agrandir, c'est pas tellement à Hong Kong, mais c'est plutôt dans les pays de l'Asie du Sud-Est qui sont en développement. On a fait un programme pilote au Cambodge, utilisant le principe de Makerspace en zone rurale, donc faire de l'innovation pour l'agriculture. On va faire les prochains pilotes, je pense, en Indonésie, dans une ville qui fait surtout de la pêche. On a quelqu'un qui a une flotte de 30 bateaux à peu près, c'est une grosse entreprise de pêche, et il va transformer leur shipyard en Makerspace. Donc on fait quelques pilotes comme ça et on va voir là où on peut faire une différence.
Mais je pense que si on grandit, je pense qu'on sera surtout en Asie du Sud-Est parce que c'est une zone où il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, 80% du plastique qu'on trouve dans l'océan, en fait, il vient de cette zone. Et voilà. Et je crois que c'est 13 des 15 rivières les plus polluées du monde sont en Asie. Et voilà, il y a la moitié de la population mondiale qui est en Asie. Et le développement économique en Asie est très rapide. Et donc ces gens, ils ont l'ambition d'avoir un mode de vie entre guillemets américain. Et si on fait ça, ça va être dur. Donc on veut se concentrer sur cette zone-là. On est ouvert à faire des collaborations internationales comme on fait aujourd'hui, pour apprendre, surtout pour apprendre. Ouais. Mais je pense que notre footprint, notre territoire sera surtout en Asie du Sud-Est, je pense, dans le futur. On a fait un premier investissement à Bamako, au Mali. On essaie d'envoyer des machines contre des parts de société et on leur partage aussi notre contenu. Et on entraîne des alliances dans notre espace avant qu'ils reviennent en Afrique. Donc, on explore plusieurs pistes en ce moment. Voilà. Juste une petite question pour les gens qui fréquentent le lieu. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le fréquentent sur de longues périodes, plusieurs mois, ou est-ce que c'est des gens qui interviennent, qui viennent quelques jours, qui ont prototypé, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de turnover et comment ça se passe quand on arrive dans le lieu? On adhère à une structure ou Oui, c'est vrai, je vois. On veut avoir en fait plus de flexibilité. Comme on n'est pas relié à une université, on a très peu de. Enfin, on peut vraiment. Je pense qu'on peut accueillir tout le monde ici aussi. C'est plus compliqué que. C'est plus compliqué. Enfin, nous, en fait, on a pignon sur rue, quoi. N'importe qui peut simplement taper à la porte, prendre un pass à la journée. Ils ont juste besoin de signer une décharge, que s'ils se coupent un bras, ils sont responsables, quoi. Mais la plupart des gens, ils viennent au début comme ça avec une journée ou une semaine. Ils prennent une place d'une journée ou une semaine pour faire un projet. Et puis petit à petit, on essaie de les traiter bien, et puis ils deviennent addicts. Et il y a des sociétés qui sont avec nous depuis la fondation, depuis 5 ans. Et les sociétés qui ont grandi le plus, finalement, la société qui a grandi le mieux, maintenant ils sont devenus internationaux. Ils ont levé plusieurs millions de dollars, donc ils sont devenus plus grands que nous, quoi. On a plusieurs sociétés qui ont commencé à Maker Bay et qui sont devenues plus grandes que Maker Bay, donc qui ont dû déménager. On a essayé de grandir avec eux, mais on ne peut pas grandir assez vite parce qu'eux, ils ont eu des investissements, des investissements privés, et donc ils sont passés en 3 mois de 5 personnes à 30 personnes, et on ne peut pas soutenir ce genre de croissance. Donc si on avait plus de capitaux, on aurait un peu plus de flexibilité, mais on n'a pas encore cette flexibilité malheureusement. Mais ce qu'on a de plus en plus, c'est qu'au début, personne ne connaissait, on était un nouveau makerspace, on était le premier gros makerspace à Hong Kong. Donc on devait prendre tous les jobs, on faisait n'importe quel job. On nous demandait de fabriquer une table, on fabriquait un tire-bouchon, on faisait. Et de plus en plus, on peut choisir des projets qui s'alignent mieux avec nos valeurs et les projets à plus long terme. Donc maintenant, on a des projets sur 2 ans, 3 ans, un peu comme vous. Et ça nous permet d'embaucher. Parce que les projets à court terme, c'est bien, mais on ne peut pas embaucher quelqu'un et lui dire qu'il n'a pas de boulot le mois prochain parce que tout le monde a des emprunts, des enfants à nourrir, des prêts à payer, quoi. Ouais. Voilà. Merci. Personne suivante. C'est... Oh, c'est sûr? Bah oui. I thought it was another day. What? Sorry? Tout à l'heure, t'as dit qu'ils avaient fait un... Non. Ils vont présenter un autre jour. You will present What? tomorrow. What are you going to present? Oh, I didn't tell you. No, you're going to present the drifters. It's not worth it. The drifters. Tomorrow. Yeah, no, but tomorrow we can. Okay. Yeah, no, for tomorrow. Okay. So you can just fly from Hong Kong and do this.
s'il vous plaît. Bonjour à tous. Rapidement, je suis Benjamin Bernard, adhérent de l'association Maison du Libre de Brest. Donc, je suis accompagné par Tristan. Ancien adhérent à la Maison du Livre. On va vous présenter rapidement ce qu'est la Maison du Libre. Donc, tout d'abord, pour commencer, l'objectif et le but même de l'association, c'est de promouvoir le libre sous toutes ses formes. Le libre, pour nous, et c'est défini par la Free Software Foundation, c'est 4 grands principes. Le premier principe, c'est la liberté de récupérer l'œuvre, de pouvoir l'utiliser. Le deuxième principe, c'est la liberté de pouvoir étudier cette œuvre-là et de la modifier. Par exemple, pour un logiciel, ça va être de pouvoir regarder les sources du logiciel, mais aussi de pouvoir les modifier. Le troisième principe, c'est de pouvoir distribuer ce logiciel à n'importe qui et sans limite. Et enfin, le quatrième principe, c'est de pouvoir distribuer la version de logiciel qu'on a modifié, qu'on a amélioré, sous les mêmes principes que ceux précédemment. Donc, le libre, ça peut s'appliquer à des logiciels, mais ça peut aussi s'appliquer à de la conception matérielle, des designs, donc des pièces qui ont été modélisées en 3D, des choses de ce type-là, des designs de circuits imprimés. Ça s'applique aussi à des œuvres artistiques, de la musique sous licence libre. On a certains adhérents qui œuvrent sur cette partie-là. Ça peut aussi être bien de l'image, des licences libres. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc la Maison du Livre, elle a été créée maintenant il y a presque une dizaine d'années. À la base, Maison du Livre, c'était un regroupement d'associations qui défendaient ce type de valeurs-là, mais qui ont souhaité se regrouper pour être un peu plus fortes. Maison du Libre, c'était au début une dizaine d'adhérents. Et aujourd'hui, on est passé par des phases à plus de 150 adhérents. Aujourd'hui, on est sur une cinquantaine d'adhérents. Vraiment actifs. La Maison du Libre à Brest, elle est aujourd'hui au patronat juridique de la Cavale Blanche. Si vous voulez venir nous voir. Et également aussi à l'Open Factory pour des activités, des ateliers de temps en temps. Comme c'est le cas en ce moment sur un stage qui est fait avec des jeunes. À la Maison du Livre, il y a plusieurs activités, plusieurs grosses thématiques. Les activités des petits hackers. Alors les petits hackers, l'idée c'est que les jeunes aujourd'hui sont consommateurs énormément du numérique et l'objectif c'est de leur montrer ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes et comment avec le libre ils peuvent partager leur savoir et créer leur propre projet, devenir vraiment acteurs et non plus consommateurs. Les petits hackers c'est des ateliers, donc c'était une quarantaine de jeunes l'année dernière, un petit peu moins cette année parce qu'on a réduit un peu les activités. C'est des ateliers d'initiation à l'informatique, à l'électronique et également à la fabrication numérique. Typiquement, pour être un peu plus concret, un des projets qui est monté cette semaine avec les petits hackers, c'est le robot qui est ici. Ce robot-là s'appelle Littlebot. C'est un petit robot qui a des yeux, qui va pouvoir se repérer dans son environnement, qui est complètement imprimé en 3D et qui va pouvoir détecter les obstacles, les éviter. Donc le code, ça va être au jeu de le produire. Vraiment en partant de zéro, c'est vraiment l'idée. Il est piloté par une petite carte Arduino. Il est libre, c'est-à-dire que les designs sont accessibles sur Internet. Le code est également accessible sur Internet. Il est équipé de différents accessoires. Là, il y a une petite pince dessus qui vont apprendre aussi à piloter. Et donc là, l'objectif, c'est qu'en une semaine, en partant de zéro, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui n'ont aucune notion à la base, certains en ont et vont pouvoir aider les autres. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que l'atelier n'est pas animé que par les adultes, mais aussi par les jeunes. Typiquement, ceux qui ont déjà des compétences en programmation avec l'Arduino vont aller aider les autres qui débutent. C'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place à chaque fois au sein des ateliers. Donc vous pourrez voir ces robots-là vendredi. Si vous êtes encore là vendredi, ils sont en train de tourner et en train de se balader un petit peu partout dans le Fab. Les robots, ils les personnalisent également. Ils ont conçu des pièces en 3D qui vont aller se rajouter sur la tête, à l'avant ou autre. Vraiment, l'idée, c'est de voir tous les aspects du robot, à la fois la partie matérielle, la partie logicielle et l'électronique qui va derrière. Un autre projet qui a été mené au sein de l'association, c'est le projet Panobus. C'est le panneau qui est là juste derrière moi. Je vais laisser Tristan présenter.
Alors le projet Panobus, c'est un projet qui a été développé dans le cadre des ateliers des petits hackers. Donc en 2016, en fin 2015, début 2016, on a commencé à lancer l'idée. En fait, le but c'était d'avoir, dans notre ancien local, d'avoir un affichage qui permet de montrer tous les arrêts de bus aux alentours du lieu, mais pas que les arrêts de bus, aussi les temps d'attente, le temps qu'on va passer à l'arrêt de bus à attendre le bus. Le but, c'était vraiment de ne pas rater le dernier bus, étant donné qu'on restait souvent tard le soir aux ateliers, ou alors attendre le moins possible pour pouvoir être le plus productif pendant la période qu'on avait. Du coup, on a regardé qu'est-ce qui était fait et qu'est-ce qu'on pouvait faire. On a remarqué que les données des bus avaient été libérées, donc qui avaient été proposées à tout le monde, à toutes les personnes qui voulaient les utiliser pouvaient les utiliser. Donc on a compris et essayé de voir comment fonctionnait l'API pour récupérer ces informations. Ensuite, on a voulu faire un objet beau. Donc on a utilisé les outils proposés par le Fab Lab qu'on avait à notre disposition. Donc c'est un panneau qui est entièrement fraisé, donc avec une fraiseuse numérique. À l'intérieur, pour tenir une petite LED, c'est des supports qui sont imprimés en 3D. Et toute l'électronique, etc., c'est une Raspberry Pi et des LED, et tout a été fait par nous. Et oui, la carte qui est gravée dessus, c'est pas nous qui nous sommes amusés à la redessiner. On a utilisé des données libres, donc on s'est appuyé sur OpenStreetMap, on a récupéré les informations, on a épuré un peu les informations qu'on avait pour obtenir uniquement les rues qui nous intéressaient et là où passaient les bus. Ce projet-là, il a été typiquement présenté sur de différentes maker faire et il a donné pas mal d'idées sur l'agglomération de Saint-Malo sur pourquoi ouvrir les données de transport en commun et quel lien faire avec les collèges et les lycées. Le projet est complètement documenté sur le wiki de la Maison du Livre et vous allez pouvoir retrouver un peu toutes les étapes de la conception. Comment récupérer la carte, comment ajouter les arrêts de bus sur la carte OpenStreetMap avant de la récupérer, ça va servir aussi aux autres. Comment récupérer la carte, comment ça a été usiné, un peu le protocole de fabrication de ce panneau-là. Donc je sais que ça a été regardé par certains collèges au niveau de Saint-Malo, je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'au bout de la démarche, mais l'idée voilà, c'est que le projet puisse se développer, être réutilisé ailleurs. Parmi les autres projets qui ont été développés, le tout premier robot qui est sur la photo ici, le robot s'appelle Rosa, robot open source Arduino. Ce robot Rosa, il a été développé à la base au sein des ateliers des petits hackers. C'est un robot qui est assez classique en soi, avec la base logicielle qui va derrière. Et ce qui est intéressant sur ce robot-là, c'est qu'il a apparu dans un reportage d'Arte, et on a été contacté quelques années plus tard par la Ligue de l'enseignement, qui était en train d'étudier un petit peu les différents dispositifs pédagogiques qui existaient au niveau de la robotique en France. On a échangé beaucoup avec eux. Ce robot a été confronté à beaucoup d'autres robots moins ouverts qui existent sur le marché et aussi souvent plus onéreux que ce petit robot. Et ce robot-là a été choisi pour monter le programme déclic numérique de la Ligue de l'enseignement, surtout la partie robotique du programme. Et donc on a repris avec eux, on a rédigé en fait les supports pédagogiques avec eux, ce qui n'était pas évident pour nous parce qu'on n'était pas habitué à ce type de format, par séance, nombre d'heures, tel ou tel aspect du robot. Et donc on a formé ensuite des formateurs de la Ligue de l'enseignement, plus de 200 personnes aujourd'hui en France qui ont été formées sur ce robot-là. Et donc aujourd'hui, ils savent où se fournir au niveau des différents composants du robot, qui sont assez classiques. Et ils distribuent des kits à différents endroits au niveau de la Ligue de l'enseignement pour former des jeunes à ce type de robot. Donc c'est un projet qui se développe, qui aujourd'hui n'a plus besoin de nous. Il est en ligne, c'est documenté. Vous pouvez retrouver la documentation sur Déclic numérique et sur rosa.fph.les. Il y a également des vidéos qui ont été faites. On s'est rendu compte qu'auprès des jeunes, ça passait mieux le format vidéo que le format écrit sur le wiki. Donc on a accompagné à chaque fois les différentes étapes du wiki de vidéos qui expliquent comment monter le robot, comment le programme. Donc vous pourrez trouver tous les éléments en ligne et y contribuer également. Parce que c'était pas très naturel au début pour les formateurs de la Ligue de l'enseignement de venir modifier le support, mais au fur et à mesure, on a réussi à le faire avec eux. Au sein de l'association, on a quelques machines à commande numérique, donc on a pu vous présenter d'un Fab Lab qui s'appelle le T-Fab, qui aujourd'hui est un peu vivotant, puisqu'on a déménagé, changé de locaux, notamment imprimante 3D, fraiseuse numérique, voilà.
des machines de base d'un Fab Lab pour pouvoir prototyper. Ces machines-là sont pour la plupart équipées d'une carte qui s'appelle la SCSI Board, qui est une carte qui est ouverte, qui permet de libérer un petit peu l'électronique de votre machine, puisque quand vous avez installé une SCSI Board dans votre machine, vous allez pouvoir utiliser des suites logicielles ouvertes pour générer le code machine. Donc ça c'est aussi quelque chose d'assez important. La société s'appelle Robocyte qui a développé cette carte-là. Et aujourd'hui, elle va aller équiper différentes machines, voire même fournir des machines directement équipées avec cette carte-là. Ils ont prototypé à la base au sein du TIFAB il y a quelques années. Un autre projet, je vais me présenter un peu plus rapidement, mais là on va faire de manière plus visuelle, ça ira plus vite. Le projet OpenPassView, c'est le sac à dos qui est ici. Ça a été développé aussi au sein de la Maison du Livre. L'idée de ce projet, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a en Bretagne beaucoup de lieux touristiques. Je prends les îles, Ouessant, Molène, Saint ou autres, ou les sentiers côtiers tout simplement, qui ne sont pas couverts par le service Street View de Google. Du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes et comment est-ce qu'on ne pourrait pas lier cet aspect-là à la carte collaborative qui est OpenStreetMap. Du coup, on s'est lancé, alors pour nous, c'était plutôt un défi technique à la base, il faut quand même l'avouer. On s'est lancé là-dedans et on s'est dit, on va fabriquer nous-mêmes une caméra avec un ensemble d'action cam, il y a 6 action cam qui sont là dessus. Et cette caméra-là, on aura juste à la mettre sur le dos, partir en promenade, se balader, et elle fera automatiquement les photos. Donc voilà un petit peu l'idée du projet. Aujourd'hui, c'est une caméra qui tourne, l'ensemble est documenté en ligne, et on a beaucoup travaillé aussi sur l'aspect du logiciel. Comment automatiser toute la chaîne de traitement. Cette petite caméra-là, en une demi-journée de balade, elle produit plus de 3500 images panoramiques. Ça produit beaucoup de données, et toutes ces données sont importantes. Il faut les traiter, assembler les images, et après réaligner les images, voire même créer des reliefs. C'est quelque chose qu'on fait aussi maintenant avec. Et donc toutes ces infos-là, vous pourrez les trouver sur le site du projet, sur openpassview.fr. Hop, je vais vous montrer une petite image quand même rapidement. Je vais avancer avant. La cathédrale de Beauvais, typiquement, qui est photographiée. Toutes les images sont publiées sous une licence qui est ouverte, ça s'appelle la licence Creative Commons, CC by SA, éventuellement NC quand on est un peu plus contraint sur l'usage commercial des images. Là, typiquement, vous avez des prises de vue qui vont être effectuées dans le Parc National des Écrins. Le Parc National des Écrins qui utilise un logiciel qui s'appelle GeoTrek derrière, qui est complètement ouvert. Et donc on est en train de travailler sur l'intégration des images dans ce logiciel. Une autre exemple de réalisation. Hop, on va en arrière, je vais en avoir juste une autre. Typiquement sur le festival des Vieilles Charrues. Donc là on réutilise la carte OpenStreetMap. Ce qui a été assez intéressant sur cette visualisation-là, c'est qu'on s'est rendu compte, et on a observé après les modifications sur la carte OpenStreetMap, la carte a été complétée 1 ou 2 mois après la publication des images, avec des chemins qui sont plus internes au site du festival, qui ont été rajoutés sur le fond de carte OpenStreetMap. Donc là on est en train de travailler avec des gens qui sont à Nantes, des gros contributeurs OpenStreetMap, pour voir comment on pourrait associer ces images-là et simplifier l'édition des cartes OpenStreetMap à partir des images qui ont été générées par OpenPassView. Il y a également des gens qui sont à Nantes qui ont reproduit la caméra, parce que l'idée c'est que tout est ouvert, les plans de fabrication, les pièces 3D, les pièces qui ont été vigilées, tout est accessible en ligne, tous les designs sont ouverts. Et donc il y a déjà des gens à Nantes qui ont commencé à fabriquer d'autres caméras, une caméra à vélo typiquement, pour faire de la cartographie pour OpenStreetMap, et qui commencent aussi à reprendre toute la suite logicielle. L'idée c'est qu'on n'est pas forcément propriétaire du projet, c'est que le projet vive, et peut-être même à terme vive sans forcément avoir besoin. Le projet est ouvert, le projet est amené à se développer de cette manière. Merci beaucoup pour votre attention, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai pas bien compris OpenStreetMap. Qu'est-ce que c'est? On la trouve où? J'ai compris que c'était ouvert, mais j'ai pas compris. Alors, OpenStreetMap, vous pouvez le retrouver sur osm.org. C'est une carte collaborative que n'importe qui peut éditer. Je prends un exemple très récent. Du côté de Kipava, il y a des quartiers qui sont en construction et il y a des immeubles qui n'étaient pas encore référencés. Je les ai rajoutés il y a 2 jours sur OpenStreetMap, juste à partir de photos satellites. J'ai juste déposé les points et j'ai pu décrire comme ça un immeuble, le numéro de rue, le rajouter. Et donc maintenant la carte à cet endroit-là est beaucoup plus complète que les autres cartes, Google Maps ou autres, qui vont mettre potentiellement 1 ou 2 ans avant de les référencer ces immeubles. D'accord, donc par rapport à Google Maps, c'est quoi? Alors l'intérêt d'OpenStreetMap, c'est que c'est une communauté qui va contribuer à améliorer la carte de tous les jours.
Si demain vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose sur la carte, un arrêt de bus, ça va même aller jusqu'à des poubelles qui sont signalées aussi sur les cartes, vous pourrez le rajouter. Un petit truc à rajouter aussi. Google Maps récemment a rendu payant l'utilisation de ces cartes. Donc, toutes les collectivités, les entreprises qui utilisaient les cartes Google Maps pour faire des services reçoivent des factures de plusieurs centaines de milliers d'euros sur leur carte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce mouvement OpenStreetMap qui a été créé il y a quelques années commence à avoir beaucoup d'intérêt pour la communauté, pour les collectivités. C'est un concurrent ouvert de Google. Typiquement, si on regarde la carte ici, l'Open Factory est présent sur la carte, indiqué au bon endroit. C'est quelque chose qu'on aura. Ça serait bien de le mettre sur le plan de Brest. C'est ça. Voilà, typiquement, un des intérêts de cette carte-là, c'est qu'il y a peut-être des gens ici qui ont en fait référencé l'Open Factory sur la carte. Ce qui fait que quand on va le chercher, on va tomber directement au bon endroit. Après, ça va aller jusqu'au plan d'intérieur. Un autre projet qui s'appelle Open Level Up, qui est porté par un René, qui va aller ensuite faire des plans d'intérieur. Des bâtiments universitaires ou sur Rennes, il y en a beaucoup qui ont été cartographiés. De la même manière, de manière collaborative, n'importe qui pour le faire. D'accord, c'est génial. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Et les Nantais, ils sont dans quelle organisation? Il n'y a pas d'organisation aujourd'hui. Ils sont 3, 4. Il n'y a pas d'organisation. Il y a une personne qui est vraiment très active sur Nantes, qui aime bien, qui fait un peu d'électronique, un peu d'informatique, un peu de tout. Il fait un peu à tout. Et ça fait déjà plus d'1 an qu'on est en contact avec lui. Donc il a commencé effectivement à reprendre un peu ce qu'on a fait. Il l'a fait de manière aussi différente. C'est ça qui est intéressant avec le livre, c'est qu'il n'est pas obligé de faire de la même manière que nous. Sur son vélo, typiquement, il n'a pas une caméra au-dessus. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est des photographies pour cartographier après ce qu'il y a autour. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, OpenStreetMap a commencé comme ça. C'était pas un objectif de concurrent à Google, c'était des acteurs qui se sont mis ensemble. Aujourd'hui, c'est devenu une plateforme avec des centaines de milliers de contributeurs. Voilà, ce projet-là, potentiellement, pourrait être exactement la même chose, quoi. Sauf qu'au départ, c'est pas forcément l'intention. Même question, en fait, parce que vos projets sont vraiment magnifiques. Est-ce que vous êtes aussi à travailler plein de temps dessus ou c'est quelque chose que vous faites à côté du travail additionnel de votre travail? C'est quelque chose qu'on fait de manière additionnelle en général. Que ce soit pour la majorité des contributeurs qu'on a pu voir sur le projet, c'est des gens qui font de manière additionnelle. Après, on est sur des projets qui sont aussi à la croisée de certaines communautés. Typiquement, le lecteur d'images que je vous ai montré, c'est un projet qui s'appelle Panelum, qui, quand on l'a découvert au début, débuté, il n'y avait pas beaucoup de gens à l'utiliser. Aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes qui l'utilisent régulièrement, qui le mettent sur différents sites web, et donc beaucoup de photographes qui ont apporté aussi des contributions. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la croisée de plusieurs communautés. Les outils d'assemblage d'images, on ne les a pas refaits. C'est des outils qui existaient déjà, qu'on a adaptés à nos besoins. Donc Panelum, c'est un logiciel. Voilà, si demain vous avez une photo panoramique à mettre sur votre site web, vous pouvez utiliser ce logiciel-là. Nous, on y a contribué sur la partie charger des images de très grosse résolution, en plusieurs portions et progressivement. Quelque chose qui n'existait pas au début, qu'on a rajouté dans ce lecteur-là. Là, aujourd'hui, on est en train de rajouter du fléchage au sol pour naviguer de manière plus naturelle dans le lecteur, des fonds sonores, des choses comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait avec le festival des Grandes Charrues? Alors avec le Festival des Vieilles Charrues, l'idée c'était de voir comment on pouvait retranscrire l'ambiance de l'événement de manière assez rapide, c'est-à-dire qu'on traitait les images sur place et 5-6 heures après la prise de vue, l'image était en ligne sur le site des Vieilles Charrues. Donc l'idée c'était d'aller assez vite et de voir un petit peu comment les gens allaient se comporter. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont repartagé après les photos sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Facebook, et il y avait un besoin en fait de réussir à s'identifier dans les images. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer après pour pouvoir dire ouais, j'étais là, regarde, et il y avait un tel qui était à côté de moi. Donc là, l'idée c'était plutôt de montrer ça. L'effet qui n'était pas du tout attendu, c'était de se rendre compte que la carte OpenStreetMap allait après être complétée et que les sentiers qui sont à l'intérieur du festival allaient être mappés sur la carte OpenStreetMap. Ça, on s'y attendait pas et on l'a vu arriver en fait sur la carte après aussi. Et c'est toujours avec une sorte de Panelum? C'est ça, c'est avec Panelum. Panelum pour le lecteur d'images. Ce qui est assez intéressant sur les Vieilles Charrues, c'est de voir que le festival n'est pas du tout habitué au fait de publier des images comme ça sous des licences libres. Il y a Wikimedia qui le fait aussi maintenant, qui est accrédité pour le faire.
mais c'est quelque chose qui quand même était nouveau pour la communication du festival. Puisque ces images-là ont pu être reprises par des médias, Telegram, Ouest France ou autres, pouvaient les reprendre à condition de respecter la licence. C'est-à-dire qu'ils devaient citer l'auteur de l'image, la paternité de l'image. C'est une question. Est-ce que vous voulez, comme Google, vous voulez mettre les visages des gens? Flouter les visages, c'est ça? Ouais. Alors sur le festival des Vieilles Charrues, on avait l'accord puisqu'on travaillait avec la communication du festival. Donc on avait l'accord pour le publier, c'est dans l'achat du billet. Le droit d'image est cédé dans l'achat du billet pour la communication officielle du festival. Alors sur le footage, il y a des gens, donc c'était au Canada, je crois, c'était des gens qui ont bougé après sur le projet, qui ont travaillé sur un premier algorithme de footage de visage, qui n'était pas des plus performants. Et aujourd'hui, on a échangé un peu avec Mapillary, qui est une société qui travaille beaucoup autour de la donnée, autour des images, de ce type-là, qui ont des algorithmes très performants, mais qui n'étaient pas forcément prêts à les ouvrir complètement aujourd'hui. Donc voilà, il y a des échanges qui sont en cours sur ce type de point-là, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que sur des techniques d'intelligence artificielle, on va réussir des fois à détecter plus de visages que sur des motifs classiques avec du OpenCV, des choses comme ça. Mais ces algorithmes, il y a déjà quelque chose qui existe, mais qui n'était pas assez performant à notre sens. Quels sont les projets qui vous donnent le plus d'enthousiasme, qui vous donnent le plus d'espoir et qui vous inspirent? Là, clairement, ce qui nous inspire, c'est ce qui peut être fait sur OpenStreetMap, très clairement. Ce qui est inspirant, c'est aussi de pouvoir rendre accessible en ligne des lieux. Ça, c'est un effet qu'on a eu sur le fort de Berton, typiquement. C'est un fort qui n'est pas très loin d'ici, mais qui est difficile d'accès pour des personnes à mobilité réduite, surtout le haut du fort. Aujourd'hui, ils vont pouvoir avoir le point de vue avec les images qu'on a pu faire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, il y a beaucoup d'usages en fait autour de ces images-là, surtout sur du tourisme. On peut mettre en valeur des lieux en Bretagne qui sont vraiment très intéressants. On a travaillé avec des associations qui sont sur du patrimoine historique. On a photographié typiquement une reconstitution d'un camp américain avec l'association L'Agip Agipava. On essaie d'étudier un petit peu toutes les différentes pistes. On travaille avec le Conservatoire botanique de Brest sur la mise en valeur des serres du Conservatoire botanique, avec des informations dans la visite virtuelle, c'est-à-dire des points d'intérêt pour, je clique sur les plans et je vais pouvoir voir quel est le plan, quel est le niveau de rareté de ce plan-là, des choses comme ça. Quand on a été visiter le CRI la semaine dernière, François Tanelli nous a proposé de faire de mapathon sur la cartographie des sociétés apprenantes, des espaces d'apprentissage. On trouvait ça super intéressant. Est-ce que tu penses que photographier l'intérieur des lieux pour leur donner plus de valeur, est-ce que tu penses que ça serait intéressant? Ouais, je pense que ce qui est intéressant en fait, c'est de ne pas s'arrêter juste à l'image. C'est ce qu'on a vu avec le Conservatoire botanique. L'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut ressortir comme contenu dans la visite virtuelle. Là, c'était des contenus typiquement qui sont présents que sur les panneaux qui sont dans les serres. Donc c'est assez limité en termes d'accès sur ces contenus-là. Il y a eu un challenge avec Wiki Brest de justement aller référencer des plans qui étaient que dans les encyclopédies du conservatoire sur Wikipédia pour ajouter toutes ces infos-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant sur mettre en valeur du contenu qui physiquement est présent là, mais qui en ligne est soit mal référencé, soit pas encore présent, et le mettre en valeur à travers ces images. Je pense que là il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Est-ce que vous faites aussi des vidéos avec ce système? Alors on n'a pas fait beaucoup de... On pourrait faire de la vidéo, on serait sur des résolutions plus réduites. Aujourd'hui l'image elle fait 40 mégapixels sur ce sac-là. C'est plus que ce que faisait Google Street View à ses démarrages, c'est un tout petit peu moins que ce qu'ils font aujourd'hui. D'ailleurs la caméra est assez... je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, vous étiez dans le coin. Ouais. Il capturait? Oui, il capturait. Sur le campus? Oui. Non, pas sur le site à l'extérieur. Ils sont passés à Brest. Ouais. So Google Street View actually was on campus. Yeah, we saw. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est sur l'image, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui va visiter, qui va vraiment se balader dans le lieu, elle va être acteur de sa visite. Et nous, derrière, on peut aussi savoir ce que les gens ont regardé dans la visite, puisqu'on a des indicateurs de statistiques qui vont nous permettre de voir où sont les points chauds dans les images. Qu'est-ce qui a été le plus vu dans une image. Voire même pour adapter la prévisualisation de l'image à ce qui a été le plus regardé. Ces choses-là, c'est des choses qui peuvent être creusées derrière, on a des informations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la personne, elle va elle-même suivre son parcours dans la vie virtuelle, cliquer sur certains points d'intérêt, des choses comme ça, des choses qui sont plus compliquées en vidéo. En vidéo, il y a en plus un sentiment de frustration d'avoir toujours loupé quelque chose, ou de ne pas avoir forcément regardé au bon endroit.
Là, on est plutôt sur quelque chose d'un acteur de sa visite, et on va se balader soi-même dans la visite virtuelle. Et pourquoi pas l'agrémenter et l'alimenter après. On pourrait très bien envisager à l'avenir que moi, en tant que visiteur du lieu, je puisse rajouter des points d'intérêt dans la visite virtuelle et des informations autour de ces points-là. Ça, je pense que ça peut être intéressant à étudier. Merci beaucoup. Tu as Mathieu qui a dû partir du coup, pour clôturer le troisième forum. Ouais. Donc merci à tous les intervenants, merci à tous les participants et à demain. Merci beaucoup. On va devoir fermer assez vite. Donc Bravo, super projet. Merci. In mountains area. We give it to some people, but as in prototype, it might always be a prototype. Sometimes you need a training to use it. We have mobile application so that you can monitor the background. But for instance, in mountains it was really difficult because it was really cold. We had to adjust the battery. But what's interesting is that some other group of people are building their own cameras and they are simplifying the way to use it. So, the camera to what people are using and how we can adapt it. We want it to be really open so that we use it so that the project will not die. If we look at the company, the project might die. We are a charity. We're not to provide, but we're not paid to buy. And we will mostly work for touristical places and public places. And it shows also that it's possible to do it even if you're Je suis très content que vous avez la place. Au niveau des voitures, s'il vous plaît.